Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va résumer et débriefer le match complètement fou, complètement dingue entre le FC Nantes et le Stade Rennais, le derby. C'était un match exceptionnel, j'étais à la Beaujoire et je peux vous dire que l'ambiance était complètement folle. Vraiment des projectiles, des fumigènes, etc. Un match fou au scénario de dingue, un impact physique énorme, beaucoup de fautes. Et c'est ça qu'on attend d'un derby. Et on passe directement à la composition d'équipe. Si donc la compo du FC Nantes qu'a aligné Luis Castro pour le derby. Lopez au cage, pas de surprise. Amiens, Awaziem, Tati Koza, pas de surprise. La surprise, c'est peut-être que Amiens soit capitaine, ce qui veut dire que oui, encore une fois, Coquelin n'est pas titulaire. Sûrement encore une gêne, ou alors Luis Castro a préféré mettre un milieu plus travailleur, moins technique, mais avec beaucoup d'abattage physique, Mwanga, Le Penant, Leroux. Donc Leroux qui a été préféré à Hong, parce que j'ai bien aimé comme choix. Et donc vraiment un milieu très travailleur. Le Penant, on sait, il court des kilomètres, il fait un semi-marathon à chaque match. Leroux qui se donne beaucoup, Mwanga aussi qui a été très bon. Et puis Mohamed Ablin, ça bouge pas, hein, Ablin ailier gauche, mais ailier droit, ce n'était pas Benatab, c'était Michael Lado. Et donc là, j'ai été vraiment surpris, première titularisation de la saison pour Lado, et c'est dans le derby. Alors, faut savoir que Benatab, au dernier match de Nantes, c'est-à-dire contre Nice, il était sorti à la mi-temps, donc sûrement pour une petite gêne musculaire, mais je pensais pas qu'il n'allait pas démarrer ce match. Hein. Pour moi, c'était clairement le titulaire sur l'aile droite. Donc normalement, ça va, hein, il n'est pas blessé parce qu'il est rentré en cours de match. La compo du FC Nantes montrée par Ligue 1+, donc vous voyez 4-3-3 avec une pointe basse qui est Mwanga, mais il faut savoir, comme dans les précédents matchs, un choix que je ne comprends pas de la part de Luis Castro, c'est en phase défensive, Mwanga vient se glisser entre Awaziem et Amiens, juste là pour former une défense à 5, ce qui laisse Le Penant et Leroux complètement seuls au milieu, et vu que Rennes avait un milieu à 3, et ils étaient forcément en supériorité numérique au milieu. Voici la compo du Stade Rennais, donc je l'ai mis surtout pour parler des anciens Nantais, parce qu'il y en a beaucoup dans cette équipe rennaise. Hein, Ludovic Blas, ça fait 2 ou 3 ans qu'il y est déjà, mais les nouveaux, hein, les ex-Marseillais et ex-Nantais, hein, les deux, Quentin Merlin et Valentin Rongier, capitaine déjà de ce Stade Rennais. Donc voilà, 3 anciens Nantais titulaires face à nous, bon, ça faisait un peu mal, je vais pas vous mentir. Et je peux vous dire, parce que j'étais au stade, que la Beaujoire leur a réservé un superbe accueil, hein, vraiment 5 étoiles l'accueil. À chaque fois que Merlin et Rongier touchaient la balle, ils se faisaient siffler par toute la Beaujoire. Et je peux te dire que se faire siffler par 30 000 personnes minimum, je crois on était plus de 30 000, mais on va dire 30 000. 30 000 personnes qui te sifflent et qui font bouh comme ça doit te déstabiliser hein, quand même. Et Blas se faisait moins siffler que les deux autres. Voilà ce que je peux comprendre. Donc on arrive maintenant, voilà, c'est au tout début du match, ça je voulais juste le montrer. Awaziem qui est là face à un attaquant rennais, je ne sais pas trop qui c'est peut-être Esteban Le Paul. Et il va le grailler sur la course. Voilà, il lui met 2 mètres à la fin alors qu'ils étaient partis au même endroit. Voilà, 3ème minute, c'est tout début du match, mais Awaziem, bien vu. Il est en bonne condition physique. Maintenant, peut-être la plus grosse occasion nantaise de la première mi-temps, à la 8ème minute de jeu, un dégagement d'Anthony Lopez et Ablin qui avait tout vu avant tout le monde, qui était sur l'aile gauche, il vient courir, faire une déviation de la tête pour Mostafa Mohamed qui n'est pas hors jeu parce qu'il est couvert par Alidou Seydou. Et voilà, Ablin qui va faire une déviation superbe, Mohamed qui va se retrouver là et il tente le lob, c'est ce qu'il faut faire, je suis d'accord, mais il le fait avec la mauvaise surface de pied, il va tenter un extérieur du pied bizarre qui va passer à au moins, je suis gentil, à au moins 10 mètres des buts, à gauche là-bas, n'importe quoi. On peut aussi voir sur cette image que le parcage visiteur est vide, hein, les ultra rennais étant interdits de déplacement. Et moi, du coup, pour revenir à Mohamed, au lieu de faire un extérieur, j'aurais clairement tenté plutôt un intérieur. Mais voilà, très très grosse occasion pour Nantes et malheureusement, ça finit très loin des buts. Maintenant, on arrive à la 21e. On voit Merlin qui veut tirer le corner, mais les supporters nantais, bon, déjà ils sifflent et ils font bouh. Mais en plus, quand Merlin est si proche d'eux, forcément, t'as envie de jeter, quoi. Donc, on voit l'arbitre un verre à la main. Et on voit là, par terre,
il y a énormément de papier et tout. On voit même il y a du PQ là parce que toute la brigade Loire avait énormément de papier et ils lançaient du papier sur le terrain, des rouleaux entiers de papier toilette. Ils les lançaient sur le terrain. C'était vraiment une bonne ambiance. Alors je dis pas qu'il faut lancer des choses sur le terrain, mais c'était une bonne ambiance. Et donc voilà. Pour en revenir à l'arbitre, il prend un verre du FC Nantes qui a été jeté là et il va le montrer à un commissaire de discipline ou je ne sais quoi. Voilà. Luis Castro qui est là, qui écoute pour voir s'il n'y a pas une sanction. Mais non. Voilà. Donc le match reprend. Et ça, c'est un peu plus tard dans la première mi-temps. On voit Abion qui touche un tout petit peu Merlin. Voilà, il enlève sa main. On voit là, il avait sa main là, il l'enlève. Voilà, il l'a, mais hop, comme on l'a vu sur l'image d'avant, il l'enlève. Et Merlin va s'écrouler en pleine surface et va se prendre pour Neymar Prime à simuler. Il va rouler sur au moins 3 mètres en se tordant de douleur, en criant, en appelant sa maman. Enfin bref, voilà, il va faire son Neymar. Et évidemment, il n'y a pas faute du tout, il n'y a pas penalty. Et je peux te dire qu'après ça, Merlin, il a été sifflé 2 fois plus que tout le monde. Parce que, voilà, pour les 3 anciennetés, il y avait Blas qui était un petit peu sifflé, mais ça allait. Rongier qui était bien sifflé. Et Merlin qui était encore plus sifflé. Alors vraiment, c'était pas de la rigolade. Et avec ça, bon, on a rajouté 2 fois plus de sifflets. On arrive là, bon, là c'est très flou. Mais on voit un centre en retrait de Le Paul. Tati qui la touche, voilà, là c'est plus clair. Il la touche avec son bras là. Là c'est assez clair qu'il touche avec son bras, mais donc l'arbitre va désigner le point de pénalty. Et pour moi, il n'y a pas pénalty. Alors pour ceux qui connaissent pas bien le foot, vous allez dire, bah moi je sais que main dans la surface, c'est pénalty, pas de discussion. Je suis d'accord avec vous, mais il y a une règle qui stipule que là on voit bien que Tati tacle, et pour tacler il faut avoir la main au sol parce que sinon bah tu peux pas tacler. Et quand un joueur a la main au sol pour tacler, normalement il n'y a pas pénalty. Et là c'est encore plus flagrant parce qu'il n'a pas que la main au sol, il a tout l'avant-bras au sol et quasiment tout le bras. Hein. Donc normalement pour moi il n'y avait pas pénalty. Voilà. Il n'y a clairement pas pénalty en fait, selon la règle, quand tu as le bras au sol, il peut pas enlever son bras pour tacler, il doit avoir la main au sol. Là c'est même pas la main, c'est tout l'avant-bras, quasiment tout le bras. Enfin, il n'y avait clairement pas pénalty pour moi. Et Blas s'en charge, il va tirer. Hein. Lopez va rester au milieu, mais Blas va envoyer une mine, hein, on peut le dire. Une mine côté droit du gardien. Mais au moins, il va pas célébrer. Et ça je respecte. Il fait justement la célébration respect. Voilà, merci Ludovic. Je t'aime bien. Même si t'es allé chez Rennes, je t'aime bien. Contrairement à Merlin, je doute quand même. Hein. On arrive maintenant à la 35e. Donc le but de Blas, c'était à la 29e. 35e minute, 2-0. Voilà, c'est allé vite. Hein. On s'est pris 2 buts en 5 minutes. Centre dépassement de fonction d'Alidou Seydou. Il a tout le temps du monde parce que Koza, je sais pas ce qu'il fait là. Au lieu d'aller le presser, il reste là. On se dit, ah ouais, bah, c'est bien, il s'est mis là, il va pouvoir contrer le ballon. Non. Faut pas en attendre trop, c'est Nicolas Koza quand même. Hein. Voilà, centre en retrait de Alidou Seydou. Qui arrive ici en trailer, eh bien oui, Esteban Le Paul qui, sans contrôle, va fusiller Antonio Lopez qui peut pas faire grand chose. 2-0 à la 35e, 2-0 et 2 buts en 5 minutes. Et là, je peux vous dire que la Beaujoire était bien refroidie. Hein. Parce que prendre 2 buts en 5 minutes... Alors, je dis pas que c'est pas mérité, hein, parce que Rennes, sur cette première mi-temps, elle nous domine énormément. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est dommage, en fait. Surtout quand on repense à l'occasion de Mohamed et voilà, et le penalty qui était pas mérité, et voilà, prendre 2 buts coup sur coup. Ouais, la Beaujoire, fin de première mi-temps, il y avait beaucoup moins d'ambiance. Mais c'est mérité parce que je pense que la première mi-temps là contre Rennes, c'est l'une des pires mi-temps depuis que Luis Castro est arrivé. Voilà, l'une des pires mi-temps du FC Nantes depuis que Luis Castro est arrivé. On arrive maintenant au 45e temps additionnel de la première mi-temps. Ablin lancé comme ça. Bon, il y a un bon retour de Jérémy Jacquet qui va un peu le déstabiliser, mais il va réussir à frapper très fort hein, et par très vite. Mais ça va finir petit filet extérieur de Brice Samba, 6 mètres et après il va plus rien se passer. C'est la mi-temps. Voici les stats à la mi-temps et je pense qu'il y a quelque chose d'assez clair. La possession. Nantes a 35% de possession. Je jure que sur cette première mi-temps, j'avais l'impression de voir le FC Nantes d'Antoine Camboiré. Vraiment. Ça m'a rappelé des vieux démons de la saison dernière, etc. Des saisons d'où il revenait, repartait, revenait.
J'espère d'ailleurs que Luis Castro va rester. Parce que même sur ce début de saison c'est compliqué, je pense qu'il faut lui laisser du temps. Il y a beaucoup de jeunes joueurs au FC Nantes, voilà. Faut prendre du temps. Et je pense que si on lui laisse le temps, ça va marcher. Voilà. Mais bref, revenons-en au stade de la première mi-temps. Rennes qui a 65% de possession, 1,33 buts attendus face à 0,36 du côté du FC Nantes. Vraiment, 2 occasions de but de chaque côté, 0 occasion manquée par Rennes, 2 occasions manquées par Nantes. Voilà. C'est simple, on a 2 occasions de but, on les loupe les deux. Rennes en a 2, ils en loupent aucune. Ah voilà, c'est pour ça qu'il y a 2-0. C'est très clair. Et puis voilà, la possession, ça fait mal de voir ça. Mais bon, on est parti pour la seconde mi-temps, 64e, parce que Nantes arrive avec vraiment des bonnes intentions sur sa seconde mi-temps. Je pense que Luis Castro a dû pousser une de ses gueulantes à la pause là dans les vestiaires, parce que c'était pas le même FC Nantes en seconde mi-temps, et heureusement, sinon ça aurait pu continuer longtemps sur un 3-0 voire plus. Mais voilà. Donc c'est une situation un peu confuse, un peu brouillonne. C'est Awaziem qui fait un petit ballon piqué qui va être peut-être touché par une main rennaise, on sait pas trop. Du coup, il y a quelques joueurs rennais et nantais qui s'arrêtent de jouer, qui se tournent vers l'arbitre. Mais Tati, lui, ne s'est pas arrêté. Il va chercher le ballon qui était parti par là. Il va faire un centre. Bam, Leroux récupère. Passe en retrait pour Ablin qui va la passer sur Junior Manga qui va être seul. Et là, hop, entre les jambes de Rongier qui va... Samba va rester complètement sur ses appuis. Manga, plat du pied, sécurité, tranquille. 2-1 à la 64e. Et là, vu la seconde mi-temps, on se dit, bah, c'est mérité. C'est tout simplement mérité. Voilà. Rien d'autre à dire, c'est clairement mérité. Voilà. Petit plat du pied, tranquillou bilou. Donc, on arrive là à la 75e minute de jeu. Pourquoi je vous montre ça, une frappe qui a l'air loin, pas très dangereuse? Parce que c'est Francis Coquelin qui est rentré, pris le brassard de capitaine, tout ça. Il frappe, il essaye d'enrouler comme ça va être capté par Brice Samba, mais pourquoi je vous le montre? Pour ça. Parce que juste après la frappe, il essaye de remarcher, et là, il se tient à l'arrière de la cuisse, il s'écroule, hop, là, il se tient la tête dans les mains, il sait qu'il s'est blessé. Et franchement, moi, ça me rend triste de voir ça, parce que Francis Coquelin, c'est un super joueur, une superbe carrière, et j'étais très content quand il est arrivé à Nantes. Et ça se voit dès qu'il a le ballon, qu'il a une aisance technique, qu'il est bien plus technique que le reste des joueurs du FC Nantes. Mais 36 ans, et on sent que... Je pense qu'il va prendre sa retraite à la fin de cette saison, s'il arrive à finir la saison, parce que il se blesse tout le temps. Vraiment, c'est censé être notre capitaine titulaire à tous les matchs, et il a même pas démarré titulaire à la moitié des matchs depuis le début de la saison, je crois. Il y a 5 matchs, il a pas dû en démarrer 3. Donc, il rentre, j'ai regardé 11 minutes entre sa rentrée et sa sortie, 11 minutes de jeu. Parce que je m'intriguais, moi je pensais, genre vraiment, pour moi c'était 5 minutes, bon 11 minutes, là, un peu plus. Mais c'est triste de voir son capitaine s'écrouler comme ça, et à 36 ans, je pense que son corps ne peut plus, n'arrive plus en fait, il n'arrive plus à faire du foot, parce qu'en plus la frappe, c'est pas, il a envoyé une giga bastos très très forte, etc. Non, c'est vraiment une frappe enroulée, voilà, pas, sans énormément de puissance, et il se blesse là-dessus. C'est que vraiment son corps n'en peut plus, et je me demande même s'il va finir la saison. Et donc voilà, Tabibou rentre à sa place. En changement, il y a eu Ben Attab qui est rentré à la place de Lado, Tabibou donc qui est rentré à la place de Coquelin. Il y a eu bon, je sais plus. Il y a eu Camara qui est rentré aussi à la place de Mohamed. Enfin bref, voilà. Hop, on arrive. La rentrée de Monsieur Radakovic. Il est là. Ah oui, et l'entrée d'El Arabi qui a fait une top entrée. Radakovic qui est là, 90e minute de jeu, qui va rentrer. Et ça me fait rire. Parce que ceux qui suivent pas trop le FC Nantes, vous avez pas le contexte. Mais en fait, Radakovic, c'est un mec qui est arrivé du championnat turc cet été. 3 semaines après son arrivée au club, le club voulait déjà s'en séparer. C'est dire l'erreur de casting. Et même le club se dit, ah pardon, on s'est trompé de profil, etc. On n'en veut plus. Au final, on n'a pas trouvé de club qui en voulait. Donc il est resté. Et là, il joue ses premières minutes en Ligue 1. Donc il rentre à la 90e. C'est pas très tôt. Mais il est quand même là.
Et il va apporter son mètre 80, je sais plus combien, peut-être même 90, je sais pas. Mais ça me fait un peu rire de le voir entrer alors que c'était un joueur dont on voulait se débarrasser. Et là, vous voyez ce monsieur, l'arbitre qui a vraiment eu des décisions. Voilà, en tant que Nantais et du stade, on a pu voir des décisions qui étaient bof, bof, bof. Hein. À un moment, j'ai cru même qu'il avait un maillot rennais sous son maillot d'arbitre, mais non. Hein. Enfin, j'espère. Mais ouais, parce qu'en fait, il y a eu, surtout en première mi-temps et en début de seconde mi-temps, il y a eu vraiment beaucoup de fautes. C'était un match rude, etc. Forcément, un derby, il y a de l'impact physique. Et beaucoup de fautes nantaises sifflées et beaucoup de fautes rennaises non sifflées. Il y a eu pas mal de cartons jaunes, je crois. On a pris 3 ou 4 cartons jaunes, nous et Rennes, peut-être un seul. Donc, ah ouais, compliqué. Mais là, il fait le bon choix. Il pointe, et non pas quelqu'un du doigt parce que c'est mal poli. Il pointe le point de penalty. Et oui, penalty parce qu'il y a clairement une faute. El Arabi qui est rentré, qui a fait top entrée. Et c'est à Attebor, je sais pas si je le prononce bien, mais un Rennais qui est rentré à la place de Ludovic Blas. Et je peux vous dire que Ludovic Blas c'est le jour, Attebor c'est la nuit. Hein. Là, oh là là, l'entrée d'Attebor, il cause le penalty, donc il fait une faute sur El Arabi, il n'y a pas de souci. 90e plus 2, Ablin s'élance, il prend ses responsabilités. C'est arrêté par Samba. Et là, je peux vous dire que moi, personnellement, j'y croyais plus. C'est la 90e plus 2 penalty, c'est maintenant ou jamais pour égaliser. On a fait une superbe seconde période. On méritait d'égaliser sur ce match. Il n'y a pas de doute. Penalty, voilà, c'est le destin. Il doit y avoir 2-2 dans ce match. Et Ablin s'élance. Et Samba l'arrête. Et oui, bravo Samba qui est parti du bon côté. Et il l'a arrêté. Bravo au gardien. Mais surtout, le penalty de Mathis Ablin, il est très mal tiré. Il le tire, même pas, c'est un bel arrêt de Samba. Il le tire un peu mollement, côté gauche, voilà, il y a pas... On dirait qu'il est pas convaincu par son penalty. Et donc voilà, arrête Samba sur penalty d'Ablin, 90e plus 2. J'étais dévasté et j'y croyais plus du tout. Mais c'était sans compter l'ultime chance, l'ultime action de ce derby. Coup franc, là, on a dépassé le temps additionnel. Mais coup franc, tous les joueurs, les 10 joueurs de champ du FC Nantes sont là pour avoir ce coup franc tiré par Anthony Lopez. Il le tire, en plus il le tire pas très bien, c'est second poteau, ça va arriver là, tête de Junior Manga, mais ça va arriver sur Attebor. Attebor, eh oui, il a déjà qu'il a causé le penalty, bon, qui a pas eu de répercussion, mais quand même. Là, il va toucher le ballon avec la main, donc sur ce screen on le voit pas, parce que c'est sous un autre angle, on le voit bien, et du stade on l'a tous vu qu'il y avait eu main, ça c'est sûr. Mais donc il va toucher avec la main, l'arbitre ne dit rien, je sais pas s'il laisse l'avantage, s'il a pas vu. En tout cas, si ce qui est arrivé après n'était pas arrivé, j'espère qu'il serait allé quand même aller voir la VAR et aurait dit penalty, parce qu'il l'a clairement touché avec la main. Mais donc voilà. Et Radakovic qui fait un purée de sprint là, il va récupérer le ballon. On voit, il se plaint à l'arbitre de touche. Bon, l'arbitre de touche qu'on voit pas exactement ici, mais il se plaint à l'arbitre de touche parce qu'il dit penalty là. Mais du coup, il récupère la balle, il la passe à Benatab qui a fait des belles différences sur son côté. Hein, il était très virevoltant, etc. Il a fait des différences. Et là, le centre, Ablin qui est là va la laisser passer. Alors je sais pas s'il fait exprès de la laisser passer, je pense que oui. Et c'est El Arabi juste là qui va envoyer une reprise de volée, mais un boulet de canon. T'as jamais vu ça. Mais vraiment, hein, digne de CR7 Prime. Est-ce que je m'enflamme? Peut-être que oui. Oh là là. Mais vraiment, centre de Benatab, Ablin qui la laisse passer. La reprise de El Arabi, 2-2 au bout du temps additionnel. C'est super, c'est magnifique. Et là, je peux vous dire que le stade explose. Ah vraiment, la Beaujoire a explosé à ce moment-là. Tout le monde sautait, chantait, criait, tout ce que vous voulez qui finit en « à part péter ». J'annule cette blague. Allez, bref, voilà. 2-2 à la dernière minute, c'est magnifique. Et on peut voir les joueurs, ils explosent. Là. Tout le monde est là, ils célèbrent. Et c'est magnifique. Et waouh, c'est tellement mérité. Sur cette deuxième période, en fait, Nantes a dominé le stade rennais. Et on va le voir là. Ça, c'est les stats de la seconde période. Déjà, on a la possession. Bon, pas grand-chose, mais on a la possession. Mais surtout, les buts attendus, les XG. J'ai jamais vu ça. 1,77 XG par le FC Nantes en une seule mi-temps.
J'ai jamais vu ça. Et seulement 0,05 XG pour le Stade Rennais. Une seule frappe pour Rennes en seconde mi-temps. 11 frappes pour Nantes, 4 tirs cadrés, 3 occasions de but, dont une manquée. Bah, la grosse occasion manquée, c'est clairement le penalty. Hein. Mais 3 occasions de but, voilà, on en a mis 2. Et c'est là que je me dis, là on a les stats du match entier. Alors clairement, Rennes a la possession, mais on a plus d'XG que Rennes. On a 2 fois plus de tirs que Rennes. Bon, pour autant de tirs cadrés, donc le ratio n'est pas bon. Hein. Les calculs sont pas bons, Kevin. Mais voilà, on a 5 occasions de but. 3 grosses occasions manquées. Donc je pense que c'est celle de Mohamed en début de match, celle d'Ablin en fin de première période et le penalty d'Ablin, hein, évidemment loupé. Et c'est là-dessus que j'aimerais revenir parce qu'en fait, alors je sais pas si on avait mis le penalty, s'il y aurait eu cette dernière occasion, ce dernier coup franc, je ne sais pas. Mais si Ablin avait mis ce penalty, peut-être qu'on aurait gagné 3-2 le match. Peut-être. Et ça c'est vraiment dommage parce que selon moi, on a fait peut-être la pire. La première mi-temps, c'était peut-être la pire première mi-temps, enfin mi-temps depuis que Luis Castro est arrivé. Et la deuxième mi-temps, c'est clairement de loin la meilleure mi-temps depuis que Luis Castro est arrivé. Et ça, ça montre que le FC Nantes, c'est pas encore l'assurance tout risque. C'est encore instable, c'est nouveau coach, voilà, il est arrivé depuis pas si longtemps. C'est un groupe qui se connaît pas encore par cœur. Il y a énormément de jeunes joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, beaucoup de joueurs qui sont arrivés. C'est un nouvel effectif. Donc le temps qu'il y ait des repères, il y ait des automatismes, etc., on voit que c'est clairement une équipe pile ou face, quoi. Si on prend en compte que, si on décide que pile c'est positif et que face c'est négatif, première mi-temps c'était clairement face et deuxième mi-temps c'était clairement pile. Bah oui, vraiment c'est peut-être à l'image de je dirais Johan Le Penant, parce qu'en première mi-temps, ok, il récupère 2-3 ballons, mais c'est vraiment compliqué. Et alors qu'en seconde mi-temps, il rayonne au milieu de terrain. Il a fait un nombre d'interceptions en seconde mi-temps énorme. Il a fait des belles transversales. Il s'est projeté offensivement, mais il était là défensivement. Il a couru un semi-marathon, encore une fois, Johan Le Penant. Et vraiment, et c'est à l'image du FC Nantes qui est capable de faire une première période horrible et une seconde mi-temps top, vraiment top. Et franchement, ce 2-2, il est mérité. Et je pense que Nantes aurait dû même gagner ce match parce que le penalty de Rennes n'est pas mérité pour Rennes là. Et si Rennes met pas son premier péno et que Ablin met le sien, il y a au moins 2-1. Voilà. Enfin bref, on va pas revenir dessus. Ce qui est fait est fait. Le match est fini depuis un belle lurette maintenant. 2-2, score final. On va dire que c'est plutôt mérité. Et la deuxième, ce qu'on va retenir de ce match, c'est clairement la deuxième mi-temps. Voilà, je vous ai mis le momentum qui illustre parfaitement ce que j'ai dit. Voilà, ici, début de match, les 10 premières minutes de Nantes sont vraiment bonnes, sont correctes. Voilà, ça le pic, ça doit être la grosse occasion de Mohamed. Ici, ça doit être en toute fin de première mi-temps l'occasion d'Ablin. Mais on voit que sur toute la première mi-temps, là, de la 10e à la 45e, là, c'est clairement Rennes qui domine. Nous, on voit pas le jour pendant ces 35 minutes. Alors qu'en seconde mi-temps, c'est clairement Nantes qui domine. Et ce screen, j'espère le revoir plus souvent. Nantes qui domine, qui a les plus grosses occasions, qui marque. Ce qu'il faut savoir que là, on a mis 2 buts dans ce match. C'est plus que sur les 4 premiers matchs de Ligue 1. On avait les 4 premiers matchs, on en a perdu 3 1-0 et on en a gagné 1 1-0. C'est-à-dire qu'on a mis 1 but en 4 matchs et là, on en met 2 en 1 match. Donc on avait concédé 3 buts en 4 matchs, là on concède 2 en 1 match. Donc voilà, ça s'équilibre un peu. Mais je suis quand même fier de nos Canaries parce que c'est pas rien de revenir de 2-0 à 2-2. Je dois bien avouer qu'à la mi-temps, en vrai c'est compréhensible, mais j'y croyais plus. Vu la première mi-temps donnée par les Nantais, j'y croyais plus. Et la seconde mi-temps, je peux qu'applaudir en fait. Je peux qu'applaudir les joueurs. Et merci à Luis Castro qui a dû pousser vraiment une belle gueulante dans les vestiaires. Maintenant que tout ça est dit, on se retrouve pour les notes. Et voici donc la compo d'équipe. Voilà, là où je vais donner mes notes. Vous commencez à avoir l'habitude, on est sur Paint. Et on va donc commencer par le gardien Anthony Lopez. Alors,
il aura pas eu grand chose à faire. Il a fait un ou deux arrêts, notamment sur une frappe de Seko Fofana en fin de match, mais il a pas fait grand chose. Sur le penalty, bon bah voilà, c'est un penalty, il peut pas faire grand chose, et sur le but de Le Paul non plus, mais il a pas, c'était le gardien du FC Nantes, comme on a l'habitude sur ce début de saison, il a pas fait de miracle, quoi. Alors que clairement, notamment face à Nice, il a fait des miracles. C'est pour ça que, alors vous allez peut-être me trouver un peu dur, mais je vais lui mettre 5. Voilà, c'est la moyenne en fait. Il mérite pas moins que la moyenne, mais il mérite pas plus que la moyenne. On passe Kelvin Amian. Kelvin Amian, c'est compliqué quand même. Enfin, c'est compliqué, c'est pas un match dingue, mais c'est un 6. Voilà, c'est moyen. Voilà, Kelvin Amian, c'est moyen, c'est correct, passable. C'est ça, les adjectifs pour décrire la prestation de Kelvin Amian. Awaziem qui a été bon. Awaziem, hop, 6,5. Ouais, c'était notre meilleur défenseur, hein, encore une fois. Et voici cette fois-ci Tati, qui pour moi a vraiment pas fait un bon match. C'est dommage parce que Tati, c'est un petit jeune que j'aime beaucoup. Vraiment, j'y crois énormément à Tati, et je pense qu'il va faire la saison titulaire en défense, hein. Il y a pour l'instant 5 matchs en Ligue 1, 5 matchs titulaires, donc ça montre que quand même à 17 ans, il est là le bonhomme, mais là, dans le derby, bah, il a fait pas un bon match. Niveau physique, hein, parce que c'est comme une belle bête, hein. Enfin une belle bête. Bref, il est très grand, il est costaud. Bah, face à Mbolo, il a vraiment eu du mal. Il a d'ailleurs pris un jaune très très vite dans le match sur une faute sur Mbolo. Et puis il a perdu des ballons, des fois il se perdait dans sa conduite de balle, il essayait des dribbles et tout. Donc pour moi, c'était le pire Nantais malheureusement aujourd'hui. Il n'a pas su résister à la pression du derby, et pour moi c'est un 4 pour Tilel Tati. Nicolas Kozza, comment on se retrouve? Bah, Nicolas Kozza, bah, je l'ai pas trouvé bon non plus, mais ça, on commence à avoir l'habitude. Je vais lui mettre 5, voilà. Nicolas Kozza, c'est pas bon, mais c'est pas très mauvais non plus, mais c'est pas bon. Donc c'est 5, Nicolas Kozza. Junior Mwanga, MDC, défenseur central, MC, on sait plus trop. Très très fort. Junior Mwanga, très très fort. Alors, outre son but, hein, là il était bien placé, plat du pied, sécurité, pas de problème. Mais outre son but, il a récupéré un nombre de ballons impressionnant. Alors, un peu moins que Le Penant qui a récupéré énormément de ballons, mais en fait, en termes de conduite de balle, là où Le Penant récupère le ballon et fait une passe ratée ou fait une passe en retrait, Mwanga il récupère le ballon et il se projette vers l'avant. En fait, il est très très solide sur les appuis, il a une capacité physique vraiment vraiment forte. Il peut monter le ballon, balle au pied facilement. Et pour moi, Mwanga, hop là, 8 sur 10. Oui, messieurs, dames. Oui, c'est sur 10, hein, c'est pas sur 20, je précise, mais normalement, vous savez. 8, parce que pour moi, c'est l'homme du match côté nantais. Voilà. C'est clairement l'homme du match côté nantais pour moi. On passe Michael Lado, ailier droit. Alors, je vais pas cracher sur lui parce que il a pas fait un mauvais match, mais il n'a pas fait non plus un bon match. Donc, en fait, on l'a un peu vu sur les 10 premières minutes où Nantes était bon. Après, toutes les 35 minutes d'après où Nantes a été dominé par Rennes, on l'a plus vu. Il a été transparent. Et même en seconde période, il a été un peu transparent. Donc, pour ça que je lui mets un 5,5. À 5,5 d'encouragement, on va dire. Johan Le Penant, c'est fort. C'est fort. Premier mi-temps, pas très fort. Mais seconde mi-temps, vraiment bon. Et c'est pour ça que je vais lui mettre un bon 7 à Johan Le Penant. Oui, messieurs, dames, 7 pour Johan Le Penant. Ensuite, carrément. Non, ensuite, Louis Leroux, que, encore une fois, j'ai trouvé le moins bon du milieu à 3, là, avec Mwanga et Le Penant. Bon. Voilà, Louis Leroux, en début de saison, il a pas fait un mauvais match, mais il a pas fait un top match. Donc, pour moi, c'est... Allez, je vais lui mettre 6. Je voulais lui mettre 5,5, mais j'ai trouvé quand même meilleur que Lado, même si c'est pas le même poste. Mathis Sabline qui... Alors, tout le monde va se dire, il a fait un mauvais match, il a loupé son penalty, voilà, tu lui mets une note de merde. Non. Parce que Mathis Sabline, en fait, outre son penalty raté,
ça a été le plus dangereux de la ligne d'attaque et de très loin. Parce que Michael Lado, vous voyez 5-5, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait un top match. Et Mostafa Mohamed, je vais y arriver après, il a vraiment pas fait un bon match. Donc Mathis Sablin, c'était le seul offensivement qui était là un peu comme d'habitude, même si Mostafa Mohamed faisait un bon début de saison. Ablin a été le seul là vraiment à essayer de faire des choses. Donc, n'en déplaise à la racaille, oui, je lui mets 7. Oui, il a loupé un penalty, mais je lui mets 7 quand même. Tout simplement parce qu'il fait un bon match en fait. À part son penalty loupé, il fait vraiment un bon match. Au contraire de Mostafa Mohamed, à qui je vais mettre un bon vieux 5 sur 10. Vous pouvez me trouver sévère peut-être, mais déjà, il y a son occasion en début de match. Vraiment complètement raté, il envoie la balle à Pétaouchnok, je ne sais pas où. Voilà, donc déjà ça, très très grosse occasion manquée, qui aurait pu nous mettre très bien dans le match s'il avait marqué. Et ensuite en fait on l'a pas beaucoup vu. Lui qui est si bon dans la conservation du ballon d'habitude, là il n'a pas été très très bon finalement. Dos au but, voilà, il a loupé des passes. En fait on l'a pas beaucoup vu. Voilà. Après au niveau des entrants, je vais pas noter Francis Coquelin qu'on n'a pas assez vu. Je vais pas noter Dementa Pibou qu'on n'a pas assez vu. Je vais pas noter Radakovic parce qu'on l'a pas assez vu. Je vais pas noter Amadi Camara parce qu'on l'a pas assez vu. Mais je vais noter El Arabi. Et oui. Parce que ce monsieur de 38 balais nous a fait un match fou. Ouais, une entrée folle en fait. Il rentre, je ne sais pas trop à combien de minutes de jeu, mais il joue pas énormément. Il doit remplacer Mostafa Mohamed sûrement. Et on a senti toute son aisance technique. Alors c'est pas aisance technique avec des dribbles, etc. Mais juste la conservation du ballon, la conduite de balle, les passes, des déviations en profondeur. Son jeu de déviation est vraiment top. Et forcément, il provoque le penalty qui est loupé par Blin, mais il le provoque quand même. Et ensuite, à la dernière action, il marque le 2-2. Donc voilà, pour moi, l'homme du match, c'est Mwanga parce que je peux pas donner l'homme du match pour El Arabi avec seulement 20 minutes de jeu, vous voyez. Mais c'est clairement l'homme du match du cœur, El Arabi, et c'est pour ça que je mets 10 sur 10 en fait, tout simplement. 10 sur 10 à El Arabi, voilà. Bon, homme du match Mwanga, mais El Arabi, 10 sur 10. Merci vieil homme. C'est peut-être un peu méchant dit comme ça. Mais merci vieil homme pour ça. Et voici mes notes, vous pouvez regarder tout, je les laisse. Maintenant que ça c'est fait, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner, ça récompense mon travail, à commenter pour le référencement, ça aide énormément à partager si vous voulez et tout. Moi je vous dis ciao tout le monde.